présent, quelques informations sur le déroulé de cet événement. Nous aurons ensuite un panel sur le thème « Valoriser les opportunités d'affaires partout sur le territoire, la plateforme comme point focal, comme un nexus ». Ce panel sera suivi d'une séance de questions-réponses avec vous qui êtes dans la salle, présents dans la salle, partenaires, mais également membres de la grande famille de l'UNACOIS. Puis les partenaires de l'UNACOIS se succéderont sur le présidium pour faire leur présentation et contribution. Enfin, nous assisterons à la cérémonie de clôture. Merci beaucoup, Madame Sarah Cissé, pour cette introduction. Je remercie les personnes qui m'ont en fait invité à participer à ce panel par l'introduction de Monsieur Si Ndiaye. Voilà, par l'introduction du professeur Alim Baye, recteur de l'UCAD, et avec la permission de mon recteur de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, qui est la première université numérique du Sénégal. Je ne suis pas venue seule d'ailleurs, je suis venue avec Monsieur Barrault, qui est à la direction des infrastructures et des infrastructures technologiques et du système d'information. Comme vous savez, nous avons été la première université à être une université numérique. Et donc, je remercie le président de l'UNACOIS, M. Thiam, le président adjoint, M. Nian, le secrétaire général, Pulsar, et EcoBank, et USAID, et tous les partenaires ici présents. Et voilà, donc moi, je suis enseignant-chercheur en sociologie économique. Et après avoir fait ma thèse sur un groupe professionnel particulier, j'ai ouvert, après la thèse depuis 2013, sur l'ensemble des groupes professionnels informels. Et là, on est sur le point, à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, d'ouvrir une formation destinée à l'accompagnement des groupes professionnels informels. D'ailleurs, dans ce cadre, on a organisé un grand colloque la semaine dernière, jeudi et vendredi, pour réunir des partenaires. Et ici encore aujourd'hui, je suis aussi un peu là dans ce but parce qu'on n'agit pas seul quand on veut transformer un secteur aussi important que le secteur informel au Sénégal, qui pour moi est un levier de développement. Donc c'est dans ce cadre que nous avons, comme je suis dans une université numérique et sociologue économiste, nous considérons d'ailleurs le secteur informel comme un vivier d'emploi, un vivier d'entreprises à accompagner pour en faire de grandes entreprises, pour faire des emplois décents, pour aller vers le développement. Je disais tout à l'heure au directeur exécutif qu'ils ont déjà réalisé une des choses que nous souhaitions faire dans le cadre de ce travail, parce que dans ce cadre, nous co-construisons avec les acteurs du secteur informel. On ne leur impose rien, parce que si le secteur informel n'a pas réussi à être un levier de développement pour notre pays, c'est parce qu'on s'est trompé de dialogue avec eux. On n'a pas eu le dialogue qu'il fallait. Au lieu d'être à l'écoute, nous en sociologie, on est des acteurs du terrain. J'adore le film, on voit qui et quels sommes-nous. C'est ça qu'on est. Et Max Weber le disait déjà à l'époque, qu'avec l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, qu'on se développe à partir de nos valeurs et de nos mœurs avec ce que nous sommes. On ne s'invente pas à partir de rien. Et c'est pour ça que j'ai répondu vraiment avec beaucoup d'enthousiasme à cette invitation. Et j'espère qu'on ne va pas s'arrêter là. Main dans la main, dans ces formations-là, on est dans un système LMD. Il n'y a pas que les enseignants qui enseignent. Il y a aussi des gens qui ont de l'expérience, qui doivent nous accompagner pour aller vers ce que nous souhaitons. Et donc, juste en 3 points, je vais résumer mes propos, le contexte globalement, et j'ai repris ce sur quoi vous m'avez invité, comment valoriser les opportunités d'affaires partout sur le territoire.
et les perspectives. Je rappelle que nous sommes l'université numérique Cheikh Hamidou Kane et qu'on a un siège à Diamniadio, des antennes à Dakar. Pour l'instant, on a 17 espaces numériques ouverts parce que pour résumer mon propos, un outil, c'est formidable. Mais ça ne suffit pas. Il faut l'accompagner, il faut prendre main dans la main les gens pour qu'ils puissent l'utiliser. C'est bien, dans le film, on voit une dame qui sait très bien l'utiliser, mais ce ne sera pas le cas de tout le monde. Même des étudiants qui ont le bac, quand ils arrivent chez nous, on les accompagne pendant 2 mois pour changer de paradigme. Avant, ils étaient dans une éducation en face-to-face. Maintenant, ils vont étudier à travers une plateforme. Et ça, c'est très important, cet accompagnement-là. Et donc, je brosse rapidement le contexte. Quand j'ai commencé sérieusement les travaux, il y a 10 ans, c'était à 85% des entreprises. Au lieu de diminuer, ça a augmenté. Là, je prends les chiffres de l'ANSD en 2016. Après son enquête en 2014, N6, et les entreprises du secteur informel sont à 96,2%. D'accord ? Donc, et dans la zone rurale, c'est quasiment que ça, avec 99,6%. Mais par contre, le secteur informel, donc là, est le premier employeur avec 80% des emplois et 97% des unités de production. Et quand on regarde ce secteur informel, mais malheureusement, ce qui amène à nous poser des questions sur la décence du travail. Pourquoi nos jeunes prennent des bateaux de fortune et s'en vont ailleurs? C'est parce que peut-être les conditions de travail qu'offre ce vivier d'emploi et ce vivier d'entreprise qu'est le secteur informel ne sont pas encore, entre guillemets, on peut le dire, des emplois décents, avec une sécurité sociale et tout le reste. Et pourtant, les conditions sont déjà là. C'est là, nous, aux sociologues, on agit. Dans tous les groupes professionnels, ils ont déjà des caisses qui accompagnent les malades, les gens qui ont baptême et tout ça. Mais c'est ça la sécurité sociale. Comment créer notre modernité à partir de ce que nous sommes, les accompagner à transformer cette caisse, à vouloir verser ça à la sécurité sociale, à l'IPRES et à tout le reste. Donc, vous voyez, le chiffre est très bas, 2,6 et 2,4%. Et pourtant, c'est un chiffre d'affaires énorme. Hein? Donc, je ne sais même pas dire autant de milliards, je vous laisse lire tout ça. En tout cas, c'est 11 666 milliards de francs CFA. Hein? Et le commerce, comme l'UNACOA qui aujourd'hui nous lance sa plateforme, il y a une place de choix. Hein? Et puis ensuite, on va remarquer que la plupart quand même que de ces activités se situent à Dakar. Hein, et la plupart de ces emplois, comme vous savez, Dakar, le Sénégal, est un monstre avec une tête énorme et un tout petit corps pour l'instant. Pour vous dire pourquoi l'accompagnement est important, nous ne sommes pas en train de créer à partir de rien. Le Sénégal, depuis 2014, a créé un ministère dans lequel était nommé le secteur informel. C'était le ministère du commerce, du secteur informel, de la consommation, de la promotion des produits locaux et des MPE. Et donc ce ministère a essayé de mettre en place des projets comme PASI ou autres. Et puis voilà, assez rapidement, des efforts ont été faits. En 2020, ce ministère change de nom, s'appelle ministère de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Et il y a même eu à ce moment-là une direction du secteur informel. On a aussi l'ANAMO, qui est l'agence nationale de la maison et de l'outil, qui dépend du ministère de la formation professionnelle, qui offre l'incubation d'entreprises. On a 3 FPT, on a DER, on a ADPME, la direction de l'apprentissage au ministère. Mais pourquoi
nous, enseignants-chercheurs, on aime se poser des questions. Je ne vais pas vous apporter que des réponses. Pourquoi, avec tout ça, on n'a pas réussi à faire de ce secteur un levier fort de développement? C'est parce que chacun agit dans son coin. C'était la raison du colloque la semaine dernière, et je crois qu'une des raisons de ce panel aujourd'hui, pour qu'on se parle, pour qu'on soit ensemble et qu'on forme une équipe très forte pour agir ensemble avec ces formations que nous comptons ouvrir à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Et l'OADA aussi, il y a notre copanéliste Christian qui agit au niveau de la CEDEAO. Au niveau de l'OADA même, on a réfléchi et en 2010, on a parlé de l'entrepreneur pour prendre en compte l'entrepreneur du secteur informel. Et à ce moment-là, après avoir mis ça dans les textes, ils ont laissé les pays, États, membres, le soin de mettre cela en œuvre. C'est dans ce cadre qu'à l'APIX, maintenant, en 2 heures, 3 heures de temps, on peut se formaliser. Encore une fois, ça ne suffit pas. Parce qu'on peut se formaliser et rester, continuer à agir de manière informelle à travers sa comptabilité et tout le reste. Donc, après cela, aussi, il y a d'autres choses, d'autres réformes, comme la direction de la protection sociale et de l'IPRES, les institutions de prévoyance retraite du Sénégal, ont élaboré un régime simplifié pour le petit contribuable. Il y a aussi avec l'OIT qu'ils ont travaillé sur ça, et avec la CMU, qui est la mutuelle destinée à tout le monde parce que c'était pas cher. Mais avec tous ces outils mis comme ça, comme des points isolés, ça ne prend pas encore. Et les gens, il faut, comme je dis, accompagner le terme qui s'y est. Donc, la démarche d'accompagnement pourrait donc faciliter l'affiliation aux services sociaux et renforcer la productivité du secteur informel. Donc, dans la continuité de tout ce qui s'est fait, l'APIX, l'IPRES et tout le reste, comment faire pour en faire un levier? Voilà, comment valoriser les opportunités d'affaires partout sur le territoire? C'est la question qui nous a été posée aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, l'INACOA, en sa qualité de représentant du secteur informel, est devenu une force de proposition. Et ça, c'est important parce que dans le travail que nous allons faire avec les étudiants en direction du secteur informel, ce sera toujours en co-construction, en considérant l'acteur du secteur informel comme une force de proposition. On veut arrêter avec tout ce qui s'est passé jusqu'à présent en infantilisant presque ces acteurs, en leur disant, écoutez, il ne faut pas faire comme ça, c'est ça qui est bien, il faut faire. Non, les gens, ils savent ce qu'ils font. Et avec ça, ils nourrissent leur famille, ils les amènent à l'école, les soignent, etc., etc. Donc, ils savent ce qu'ils font. Et j'adore à savoir des solutions numériques adaptées. J'ai souligné ça en rouge, mises à disposition des entrepreneurs formels et informels pour les faire croître en vue de renforcer leur capacité de création de richesse. Ça, c'est les mots. Donc, nous, à l'université numérique, comme je disais à l'entame de mon propos, on a appris avec notamment, depuis le début d'ailleurs, mais d'autant plus encore avec le professeur Moussalo, à vraiment utiliser nos espaces numériques ouverts. On a déjà des incubateurs, des Fab Labs, et ces formations-là qui vont ouvrir vont encore accélérer cette cadence-là parce que au sein de chaque groupe professionnel, il y aura un diagnostic pour comprendre comment ils fonctionnent, leurs forces, leurs faiblesses, pour savoir comment il faut les accompagner, quel genre d'incubateur exactement, à 1 millimètre près, il faut mettre en place. Et vu que nos énos sont là, du nord au sud, de Ndioum à Kolda, Ziguinchor, Diourbel, on en a partout. Donc, il y aura un point de chute où on a l'habitude d'accompagner
cette fracture numérique qu'on connaît, parce que c'est ça un peu le problème, il y a une fracture numérique, tout le monde n'est pas à l'aise pour utiliser ça. Voilà, donc il faut savoir que les États coordinateurs, dont l'action est essentiellement réactive et coordinatrice par rapport aux initiatives des groupes de la société civile, prédisposent mieux à l'émergence des professions que les États hiérarchiques où un important appareil administratif impose des orientations dirigistes. C'est le constat que nous faisons avec l'État sénégalais, dont le fonctionnement pourrait être qualifié de hiérarchique, mais dont la faiblesse laisse en dehors de sa gouvernance les activités d'une grande partie de la population qui constitue le secteur informel. Dans ce cadre, il se développe une philosophie du laisser-faire assez forte pour encourager l'initiative et assez ambivalente pour être compatible avec des protections étatiques et des services publics faibles, laissant subsister une large demande de services pouvant être satisfaits par les professions. Donc, notre pays, pour résumer, est disposé pour pouvoir accompagner ces groupes professionnels informels et en faire un levier de développement. Comment faire un incubateur qui vise à accompagner les formes existantes d'institutionnalisation des groupes professionnels pour les insérer dans le cadre des droits sociaux, assurantiels, financiers en vigueur au Sénégal? Je le répète encore, on ne vient pas auprès des groupes professionnels informels en leur disant « il ne faut plus faire comme ça, c'est ça qu'il faut faire ». Ils savent déjà ce qu'ils font. Maintenant, c'est peut-être un cadre qui n'est pas approprié, qui entraîne certains manquements, et eux-mêmes, ils ont certaines faiblesses. Nous, en tant qu'université numérique, ici encore, on utilise nos technologies comme le multimédia, on les filme à transmettre leurs connaissances à leurs apprentis, et quand ils montrent leurs apprentis, leurs connaissances à leurs apprentis, ensuite on leur montre le film. Et avec eux, on constate ce qu'ils font de bien, et ma foi, c'est à plus de 90%. Et leurs faiblesses qu'on identifie avec eux. Et avec eux, on tombe d'accord sur un accompagnement, un protocole d'accompagnement pour amener au changement. Voilà, donc sans plus tarder, donc c'est ce que je dis globalement, donc pour laisser la parole aux autres. Donc on va beaucoup se baser, je viens de l'expliquer, sur la valorisation des acquis de l'expérience. Voilà. Donc, les résultats possibles, j'en ai entendu parler avec le directeur exécutif depuis tout à l'heure, qui nous parle de l'organisation de filières clés, de l'artisanat de production, la labellisation des produits, leur commercialisation et la création d'entreprises dans des zones ciblées sont effectives. Ça, ce sont les résultats possibles. Les conditions du travail dans le secteur informel ont été améliorées et les rendent enviables. Nos jeunes vont avoir envie d'avoir ces emplois-là et ne vont plus avoir envie de partir. Les risques environnementaux liés aux pratiques professionnelles ont nettement diminué. Quand je parle de filmer, imaginez qu'on filme un maître en menuisier métallique qui transmet à un apprenti qui n'a pas de gants, qui n'a pas de lunettes, ni rien. Sur le monde, on dit « Ah, Serinbi, ceci, tu sais très bien faire. Mais regarde, ça, il risque de se faire mal avec ça. » Ou bien un menuisier bois qui, l'apprenti est en train de couper avec des scies et qui peut se couper les doigts à tout moment. Le taux d'emploi décent et formel augmente nettement. La production des entreprises issues du secteur informel s'améliore en qualité et en quantité. Le système socio-économique sénégalais a évolué vers un modèle plus inclusif et plus durable.
encore une fois, des perspectives suite et fin, le taux d'emploi décent et formel augmente nettement. Car il faut savoir qu'il est important de créer de l'emploi pour la paix sociale. Or, ces emplois existent déjà dans le secteur informel, même si les conditions d'emploi y sont déplorables. L'innovation entend donc répondre aux inégalités de conditions d'emploi, de production et de travail qui existent au Sénégal entre le secteur formel et le secteur informel. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Absa Gassama, enseignante-chercheur au niveau donc, de l'université Cheikh Hamidou Kane. Donc, je suis originaire du Congo, mais on a développé une entité au Sénégal qui s'appelle Miss CEDEAO. Et l'objectif de cette entité, c'est de développer des écosystèmes qui vont accompagner la croissance des gens autour de l'intégration de la technologie. On parle d'identité, parce qu'on va parler beaucoup de formalisation, d'accès à la finance, accès à la santé, accès à une multitude de services dont UNACOIS est un des promoteurs. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a été sélectionné et retenu pour UNACOIS pour développer une offre dans la mobilité pour accompagner leurs adhérents, mais de façon générale, les commerçants, tant du secteur informel que du secteur formel, vers de la croissance et de l'accélération de croissance via des services intégrés. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de Mobile Ecosystem CEDEAO, au-delà de ce que vous comptez faire avec UNACOIS? Bien sûr. Nous, en fait, on est une start-up innovante. Donc, l'idée, c'est de créer en fait des nouveaux outils très simples qui doivent permettre en fait d'assurer la transition, nous on dit pour le prochain milliard. Pourquoi pour le prochain milliard? Puisque 70% de la population africaine n'a pas accès à la banque. Ils ont accès effectivement à des moyens de paiement, mais ce qui fait le développement économique, c'est l'accès au crédit. Donc si on veut promouvoir le développement socio-économique, il faut promouvoir l'accès au microcrédit. Et ça ne se fera qu'au travers de la régulation. On ne peut pas faire ça et aller demander à Ecobank ici présent de dire il y a quelqu'un qui fait beaucoup d'argent dans une activité, prêtez-lui tant. Ecobank a besoin de contrôler, ils ont besoin de savoir, ils ont besoin de pouvoir aménager tout ça. L'État, c'est pareil. Donc nous, on va construire une stratégie en donnant à chaque personne une identité digitale unique qui va permettre après de se connecter à travers un portail, à toute une série de services. Et nous, on construit cette plateforme qu'on appelle Open API, mais en mots moins compliqués, ça veut dire simplement que vous avez votre application, vous êtes les bienvenus. Nous, on plug, et la personne va pouvoir se connecter automatiquement depuis un téléphone, et on crée ce système-là complet qu'on appelle un écosystème mobile. Donc voilà ce qu'on fait. Et l'idée, c'est effectivement, au travers du partenariat avec UNACOIS, de pouvoir offrir à tous les petits commerçants, à tous les industriels, à tous les gens qui ont une activité, la possibilité de se formaliser et au travers des partenaires qu'UNACOIS signe, de pouvoir accéder au crédit. Voilà. Merci beaucoup, M. Massouzi. Nous reviendrons à vous tout à l'heure, juste à côté. Merci beaucoup, Mme Cissé. Je voudrais, à l'entente de mes propos, dire bonjour à toute l'assistance, remercier le comité de direction de l'UNACOIS pour la confiance qu'ils ont portée envers notre institution. Remercier aussi mes copanélistes, les saluer. Je dirais que par rapport au thème, ce projet de digitalisation de l'UNACOIS vient à son heure. C'est très important pour le développement de l'UNACOIS et pour le développement de ses membres. Moi, je considère que l'UNACOIS est un pilier important du secteur privé du Sénégal et doit jouer un rôle prépondérant au développement du secteur privé. Le partenariat avec Ecobank, en tout cas, entre Ecobank et UNACOIS, repose sur ce fait. Et nous avons comme ambition de vraiment accompagner de manière structurée et durable les membres de l'UNACOIS. Mais sans ce process de digitalisation, sans la numérisation des services, ce sera difficile d'aller loin.
C'est un grand plaisir d'être là. Je remercie l'UNACOIS. Franchement, je remercie toute l'assistance ici. Bon, le partenariat avec l'UNACOIS aussi a débuté parce que nous, on voulait comprendre le secteur informel. C'est-à-dire, en fait, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ils savent ce qu'ils font, ils savent exactement ce qu'ils font. On a tendance jusqu'à présent à amener des solutions, il faut pratiquer. Donc on a pensé le contraire, c'est descendre vers complément, comprendre le mécanisme, comment ils travaillent. Et vous allez voir l'outil qu'on a développé et d'autres outils sur la partie agri-tech. Parce que je pense que le secteur informel, c'est un poumon important de nos économies. Je pense qu'aujourd'hui, avec la globalisation des marchés, même la régionalisation des marchés, la ZLECAF qui est en train d'arriver rapidement, si on n'outille pas notre secteur informel, on sera que des marchés. Aujourd'hui, on doit être prêt à occuper nos marchés, attaquer d'autres marchés. Et donc, en fait, l'applicatif qui est en fait le dernier maillon de la chaîne parce qu'il s'occupe de la commercialisation, comprendre un client. En fait, tout se base sur la donnée. Quand on a une transaction, on a un client, on a un coût, on a un produit et un service. Comment on va récupérer l'ensemble de ces trois informations en masse et qu'en fin de journée, un message me dit aujourd'hui vous avez fait tant, votre meilleur produit c'est tant, votre meilleur client c'est celui-là, pour que je puisse avoir, c'est-à-dire à partir de la donnée, transformer la donnée en information, l'information en connaissance, et bien sûr, quand on a la connaissance, on fait la bonne décision. Vous allez voir, en fait, on a pu le faire de façon très simpliste en utilisant la digitalisation, donc le digital plus maintenant en même temps l'IA, qui aujourd'hui sont des outils tellement puissants qui permettent à quelqu'un qui peut vendre, c'est-à-dire son comportement continue à faire la même chose et que c'est la technologie qui va récupérer ces informations pour lui donner en sans langue locale pour dire voilà où ce que vous en êtes. Donc comment éviter qu'on fasse exactement les mêmes actions tous les jours pour amener au même résultat, à peut-être focus sur des actions qui sont plus liées à la profitabilité de mes activités, focus là-dessus et donc avoir plus justement de résultats. Donc c'est ce qu'on a voulu faire ici. On parlait de la banque, vous allez voir que toutes les données bancaires, toutes les transactions seront récupérées complètement. Qu'il s'agit d'un client qu'on connaît, qu'il s'agit d'un client qui est lambda, automatiquement l'ensemble de ces informations sont collectées et vous donnent en fait une situation en fait en bilan. Et toutes les dépenses aussi, on va dire les dépenses de trésorerie, dépenses d'exploitation, parce qu'en fait, en bilan, c'est en bilan. C'est qu'est-ce qui génère l'activité et quelles sont mes dépenses. Tout cela a été intégré de façon très simple, vous allez le voir. Et donc ça, c'est, comme je disais, c'est vraiment le dernier élément de la chaîne. Donc moi je suis un ancien directeur d'IBM de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, donc on connaît les technologies. J'ai travaillé pour le Grand Pot Africa USAID pendant 3 ans, ce qui était sur 13 pays. Donc j'ai un peu vu, voyager et voir les problématiques qui sont répétitives dans tous nos pays. Donc c'est sur la base de cette connaissance-là qu'on a travaillé ensemble et on a voulu aussi se mettre avec l'UNACOIS pour être dans le terrain, comprendre vraiment comment les gens réfléchissaient pour justement sortir une solution de ce type-là. Alors qu'on aura l'occasion certainement de voir en vidéo. Un aperçu, en fait, on a aussi intégré une particularité qui est extrêmement importante, c'est la capacitation. Parce qu'en fait, c'est un élément d'information qui est revenu par la suite. Dans la partie back-office, quand vous êtes un agriculteur ou bien un vendeur, il sait exactement votre métier, il va aller chercher du contenu qui ont trait à votre métier, il vous le met grâce à l'IA, parce qu'il sait que il vous le met à côté. Et donc, en fait, la capacitation en back-office, c'est-à-dire en continu, c'est-à-dire consommable à volonté. Donc, c'est un volet aussi qui nous a été remonté parce que les formations présentielles sont quand même très compliquées. Souvent, on essaie de capter que 30%, avoir en fait un lien qui permet d'avoir en fait la capacitation en temps réel. C'est aussi un élément du dispositif qu'on a intégré là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Falco. Nous allons procéder aux séances de questions-réponses. Pour cette question, Madame Sarah Cissé, vraiment, c'est une question importante. En fait, l'université numérique, cher Hamidou Kane, on a toujours tendance à retenir que numérique. On oublie les espaces numériques ouverts. On ne les a pas ouverts n'importe où. Diourbel, Kolda, Oussouye, partout. Moi, il y a beaucoup de régions au Sénégal, bien que je sois sociologue, je les ai visitées grâce à mon université. Ces faits, ça nous a envoyé auprès des communautés. Même les mémoires que les étudiants y font,
c'est en s'intéressant aux problématiques de leur communauté. Et les problématiques dont vous parlez, et l'espace numérique ouvert, on n'a pas dit ouvert parce qu'on est simplement open pour dire comme un collègue, mais c'est parce que c'est ouvert aux communautés. Et les communautés qui ne vont pas utiliser très aisément, soit ils viennent à l'espace numérique, ou bien nos étudiants vont les trouver et les aider. Et ils apprennent très vite. Et quand on dit qu'on ne va pas... ce secteur est aussi constitué en grande majorité de personnes, entre guillemets, analphabètes. Je n'aime pas trop utiliser ce terme parce que les gens, ils ont des connaissances dans quelque chose, hein, mais entre guillemets, analphabètes. Et donc, le numérique, avec le multimédia, je pense qu'il en parlait Abdou Fall, aide aussi à former rapidement. Quand je dis qu'on va co-construire avec eux, grâce au multimédia, quand on fait un film sur leurs pratiques, qu'on leur montre, qu'on pointe, c'est eux, ils peuvent même être des maîtres grâce au numérique, former leurs apprentis grâce au numérique. En les filmant, en corrigeant petit à petit, en montant avec eux ce qu'il y a de meilleur dans leur séquence de transmission, on y arrive. Maintenant, quand on arrive à l'outil numérique, vous savez, c'est quelque chose de sensible qui a même été fait au départ pour des gens malades ou des enfants, comme ils utilisent ça simplement. Ça, c'est pas vraiment un problème. Après, on leur apprend à toucher les différentes ouvertures et puis ils y vont. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à la question. Sinon... D'accord, comme celui de la CNES, est un entrepreneur qui cherche à gagner de l'argent. C'est-à-dire, gagner de l'argent n'est pas un sujet tabou. Le job d'un entrepreneur, qu'il soit commerçant, artisan, industriel, quel que soit son secteur d'activité, a pour vocation de se faire des sous, de s'enrichir. Et le Sénégal a intérêt que son secteur privé s'enrichisse. Parce que plus son secteur privé s'enrichit, plus l'économie se portera mieux et la croissance avec. Et c'est ça l'enjeu. Un pays qui est confronté à des défis cruciaux. Souveraineté alimentaire, chômage des jeunes. Quand on sait que c'est l'écrasante population, c'est la majorité de la population, les jeunes et également les femmes. Souveraineté économique, nous avons vu, je l'ai rappelé dans le discours du président de l'UNACOIS, les chocs que le monde, y compris l'Afrique, n'est-ce pas, a vécu à travers la pandémie et accentué par la guerre de l'Ukraine. Donc il est important que les pays travaillent à créer les conditions de développement d'une économie endogène. Et une économie endogène, elle repose sur un tissu économique solide, fait de petites et moyennes entreprises. Alors, pour répondre à votre question, d'abord, le Sénégal a intérêt à moderniser et à soutenir son secteur informel. Madame Gassama, Dr Gassama l'a rappelé sur sa présentation. Le secteur informel est le premier employeur du pays, à moins qu'on invente d'autres employeurs. Mais pour l'instant, c'est le tissu économique qui emploie le plus grand nombre, n'est-ce pas, de postes de travail. Alors, ce tissu-là, il a du potentiel parce qu'on le retrouve partout. Mais elle indique, et c'est ça que je salue, ce qu'elle indique cadre parfaitement avec la vision de nos rigueurs. C'est ce que Adabalam, président de la CNES, nous dit tous les jours. C'est ce que Idi Thiam, président de l'UNACOIS, nous dit tous les jours. Ne faisons jamais les choses à la légère. Il faut que les approches, les stratégies et les réflexions du secteur privé soient adossées à des évidences scientifiques. C'est fondamental. On n'est pas dans le tâtonnement. C'est pourquoi on voit toujours à côté de nous des chercheurs et des experts de haut niveau. Et ce panel les justifie. Donc, si les actions et les actes posés par le secteur privé dans tous les domaines, que ce soit de l'investissement, de la diversification ou de la création, si ça s'appuie sur des évidences scientifiques, ça veut dire sur du ham-ham pur et dur, en ce moment-là, on est sûr de construire quelque chose de solide et de durable. Et c'est de ça dont le secteur informel a besoin. Et pour terminer, le secteur informel, il faut le trouver là où il est et l'aider.
il a besoin d'assistance technique. Il a besoin d'accéder à des ressources financières. Comment on fait? EcoBank sait faire. Ceux qui ne peuvent pas, qui ne sont pas qualifiés pour accéder aux ressources de la banque, comment on fait avec Christian propose la solution. L'inclusion financière à travers l'application. Ceux qui veulent renforcer leur capacité de production agricole et artisanale et vendre plus, avoir plus d'accès au marché. Comment on fait? Abdoufal propose à travers Zeyna et Pulsar. Voilà la panoplie, voilà ce que devait être notre environnement et les services publics. C'est parce que les services publics sont déficitaires que nous nous organisons justement pour résorber ces déficits. Je salue la présence de la direction du développement du secteur privé est bien dans la salle. Je pense également le port est dans la salle et d'autres administrations, il me semble, qui sont dans la salle. Si elles le souhaitent, elles peuvent prendre la parole. Mais en tout cas, nous avons tout intérêt à nous occuper de notre tissu économique. C'est la volonté de nos leaders et je pense qu'aussi cette volonté devrait être partagée dans le cadre du partenariat que nous devons avoir avec l'État. Peut-être juste rajouter, aujourd'hui, pourquoi les conditions sont réunies? Parce que la technologie a bougé. Aujourd'hui, quand je parlais de formation, c'est en langue locale. Il y a un IA qui te permet, quand le contenu en français, en anglais. Aujourd'hui, notre application, il va être développé au Nigeria, il va être en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Il va permettre aux Sénégalais, PME, de revoir quelles sont les offres pour qu'on puisse renforcer le B2B et B2C entre nos pays. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que le digital. Il y a l'IA qui aujourd'hui permet justement de descendre complètement la technologie à ce que soit maîtrisée par les couches les plus basses possibles. C'est-à-dire, comme je disais, vous faites votre commerce tous les jours, il vous dit en langue locale, Taïdi, ligne ligue, meilleur client. Donc en fait, et comme disait M. Ousmane tout à l'heure, l'instrument économique, c'est faire de l'argent. C'est-à-dire, regardez comment Wave est rentré en puissance, que les gens, même le charretier qui vend ses mangues, il utilise Wave. Donc, je pense qu'on est dans un cadre idéal aujourd'hui. On ne l'était pas avant. Moi, j'ai travaillé que dans de gros projets gouvernementaux miniers dans le passé. Pourquoi on ramène dans la partie secteur informel? Parce que les prérequis nécessaires aujourd'hui sont mis en place pour décomplexer la technologie, pour le ramener à un niveau, soulever le secteur informel là où il est, pas le lancer et le relever vers le haut. Donc c'est vraiment le défi qu'on est en train de faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'un de la guerre, c'est l'argent, on va le dire. Hein. Donc, mais tous les prérequis sont là. Je ne vais pas projeter la partie agritech. Aujourd'hui, on a développé, je réponds parce que les présentations, on ne les a pas finalement, une solution qui permet à un agriculteur de migrer vers ce qu'on appelle le smart farming, où tout est connecté. C'est-à-dire que tout est connecté, réel. Même le sol, la qualité du sol, il est dit en temps réel. Il y a tant de potentiel, il y a tant de manque. Donc, les technologies sont à ce niveau aujourd'hui. Donc, on n'a pas besoin d'être de l'expertise. On utilise juste ce qu'on a besoin parce que je suis un agriculteur. Je veux avoir une production de tel temps de tonnes à l'hectare. Comment je le fais? Donc, moi, je pose mon besoin. Et la technologie devrait être en mesure de nous ramener ça, si ça existe. Donc, ce n'est plus une question de niveau comme on le pensait avant. On était en bas, c'est compliqué, etc. Aujourd'hui, rien n'est compliqué grâce justement au niveau d'avancement, surtout l'IA qui va changer la donne. L'IA, l'intelligence artificielle va changer, mais profondément la donne. Donc, je pense qu'il faut y aller maintenant parce que sinon on va prendre du retard. Donc, c'est pour ça qu'on impulse ce type de choses-là, de développement-là. Mais à la fin de la journée, demain, on s'est dit, mais l'applicatif, finalement, ça va être une boîte noire. Je dis, voilà ce que je fais, il me donne. On va y arriver, donc il n'y a plus d'appropriation parce qu'il devient complètement, en fait, instinctif. Et quand je gagne de l'argent, je veux savoir qu'est-ce que c'est dans la boîte. Et là, je vais aller dans le next. De nos entreprises sont dans l'informel. Ça veut dire aussi que nous avons 3% de nos entreprises qui supportent une pression fiscale extrêmement importante. Et c'est là où le bas blesse. Parce que quand on regarde le système globalement, vous êtes dans le système informel, vous vous développez à partir d'un certain niveau, vous atteignez votre plafond. Parce que la banque vous demandera des bilans pour pouvoir vous accompagner, vous n'en avez pas. Vous n'avez pas une structure organisationnelle telle que vous pouvez gérer vos ressources humaines
gérer votre fiscalité, gérer votre comptabilité. Et l'entreprise brasse de l'argent, mais en fait, elle ne sait pas où est-ce qu'elle se situe globalement. Et le numérique, justement, peut être une solution pour optimiser tous ces facteurs-là. Mais la base du numérique aussi, de mon point de vue, c'est qu'il faudrait que l'on élève le niveau d'éducation de nos concitoyens. Nous ne pouvons pas avoir un niveau d'éducation qui est de l'ordre de 3 années et demie de présence de nos enfants dans les structures scolaires, ça veut dire le CE2, et vouloir être un pays compétitif quand on va, comme l'a dit M. Fall, vers l'intelligence artificielle. Il y a quand même un minimum qu'il faudrait que l'on donne à l'éducation de nos enfants. La vraie richesse se trouve dans l'éducation. La vraie richesse aussi se trouve dans, de mon point de vue, le fait qu'on ne valorise pas suffisamment assez les connaissances. Le chercheur, l'homme scientifique n'est pas valorisé à sa juste valeur dans ce pays. Ce que l'on valorise, c'est plutôt l'argent. Mais celui qui a les connaissances, vous avez de l'argent, il va utiliser votre argent pour avancer. Donc il faut que l'on recentre toute cette activité-là autour de ce qui fait l'essence de notre séminaire de ce jour, c'est-à-dire nous appuyer sur la digitalisation pour qu'on ait des entreprises performantes. Trouver de l'emploi au niveau de nos jeunes, je pense que passe aussi par une autre réforme dont la base peut être l'artisanat et le secteur informel. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive rapidement à ce que les universitaires appellent IWOS, Industry Without Smokeless Taste. Ça veut dire, en français, des industries sans cheminée. Et la base de cela, c'est effectivement le secteur informel et la décentralisation au niveau de nos villages. Nous ne pouvons pas produire comme on le faisait il y a 20 ans, 30 ans. La production a évolué. Et cela aussi, on n'arrive pas à l'ancrer dans l'esprit de nos enfants. Les villages sont vides. Tout le monde vit à Dakar. Et nous avons un déficit de riz de presque 900 000 tonnes. Nous importons 800 000 tonnes de blé. Nous avons un déficit de maïs. Nous n'avons même plus suffisamment de mil pour pouvoir mixer nos productions de céréales dans la production du pain. L'agriculture, tant qu'on ne lui donnera pas la place qu'elle mérite, on ne pourra pas régler le problème de l'autosuffisance alimentaire. Et cela est fondamental parce que le numérique permet des gains extraordinaires dans la gestion de cette agriculture-là et dans la gestion du secteur informel. Tant que l'État ne favorisera pas une émergence du secteur informel qui va progressivement se formaliser, on restera toujours dans cette étiquette d'un État qui donne l'impression d'être désorganisé. Donc il faut que les pouvoirs publics qui sont sûrement dans la salle ou qui vont l'entendre puissent accompagner durablement le secteur formel. Et la base d'accompagner le secteur formel, c'est de les écouter. Il faut que les gens écoutent ceux qui sont sur le terrain. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas faire des modèles qui ne marchent pas globalement que dans certains pays développés. Nous avons nos réalités. Je crois que le temps nous presse. Je ne pourrais pas maîtriser globalement. Je voudrais peut-être revenir dans la conclusion pour tirer quelques essences de ce que nous avons. En tout cas, félicitations à tout le monde. Je crois que le panel a été extrêmement riche. Les enseignements qu'on en a tirés, je pense, seront valorisés. Merci beaucoup, Madame Cissé, et merci aux organisateurs encore une fois. Merci pour cette brillante intervention, Monsieur Là. Christian, oui, vous vouliez réagir par rapport à... Oui, je pense que ces questions qui sont liées à l'outil. On a toujours ce petit doute de dire « Ah, est-ce que l'Afrique est prête à recevoir des outils avancés ?» Il ne faut pas se poser la question, il faut y aller. Si vous donnez un téléphone mobile à quelqu'un, 3 jours après, vous allez voir, il va vous envoyer des tas de trucs sur WhatsApp, vous ne savez pas où il est parti chercher ça. Si maintenant, on le met dans quelque chose d'utile, si c'est un formulaire qui lui permet d'enregistrer sa société, si c'est une facilité pour pouvoir accéder à la santé,
Est-ce que vous pensez qu'il n'aura pas la même facilité? Les téléphones mobiles sont conçus pour des enfants de 3 ans. Vous mettez ça entre les mains d'un enfant de 3 ans, 3 jours après, il sait tout faire. Alors pourquoi est-ce que nous, nos Africains, nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos parents, n'auront pas la même facilité? Il faut faire confiance à l'Afrique pour faire cette transition digitale. On ne va pas passer par 15 ans. Regardez ce qu'était la Chine il y a 15 ans. Aujourd'hui, en Chine, vous ne pouvez pas payer quelque chose en liquide. Il vous faut un téléphone, il vous faut une application. On va faire la même chose. En mieux, quand je dis en mieux, c'est qui nous ressemble, qui ressemble à ce qu'est la société. Et ce qui est important, c'est de dire comment est-ce que maintenant, on peut créer des nouveaux modèles dans lesquels l'outil ne doit pas être un accès plaisir, c'est pas le dernier iPhone, c'est un véhicule digital, un téléphone avec plein d'applications dedans qui doivent servir au quotidien. Et après, derrière, ce dont on a besoin, c'est l'appui des institutions pour garantir le crédit. Parce que pour que les personnes puissent accéder à un téléphone à 100, à 200, il faut que ça se fasse par crédit si on veut que ça touche tout le monde. Et donc, ça veut dire que c'est ça la clé. C'est de dire comment est-ce qu'on construit un partenariat public-privé dans lequel le privé fait son rôle. On aura des partenaires comme Ecobank qui vont avancer et qui vont dire « oui, on vous fait confiance, vous avez les éléments », mais de l'autre côté, il faut quand même accélérer sur une partie des gens qui, eux, n'ont pas forcément la totalité de cette validité. Voilà. Bon, on avait fait une présentation, mais ce n'est pas grave. Ça, c'est l'agriculture de précision. Ce que vous voyez là, on est en train de le réaliser au Sénégal. Comme je disais encore une fois, et on amène de la banque, vous avez tous les instruments qu'on a, que l'agriculteur a besoin. Vous avez les pompes, la transformation, toutes ces machines sont connectées. On donne la partie PayGo, c'est-à-dire que le levier à la banque pour dire où est le risque maintenant. On le voit travailler, il a la terre, on voit que la pompe utilise de l'eau, donc il est en train de travailler, et puis vous pouvez l'éteindre quand il ne fait pas payer. Donc l'instrument est géolocalisé. Donc la technologie peut amener tous les instruments de mitigation des risques, jusqu'à ce qu'en fait, pour voir même son rendement. Donc aujourd'hui, et je vais finir par là parce que ça a été une question qui était, pourquoi les villages sont vides? Parce qu'il n'y a pas de confiance là-bas. Comment on remet de la confiance? Je pense que la technologie aujourd'hui a un rôle clé à jouer là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut être au village, mais avoir une vie meilleure qu'à Dakar. Juste parce que on a intégré ou catalysé l'ensemble des acteurs, et la banque compris, et la technologie. On a parlé de la capacitation en local. Donc, il faut aller sur des success stories. Il faut vendre les success stories. C'est ça qui nous manque. Faire des choses aux jeunes. Regarde comment avant. Il est là maintenant chez lui au village. Regarde comment il travaille. Donc, si on n'arrive pas à aller dans cette partie, on va pas, parce que l'imaginaire, quelqu'un le disait, notre imaginaire de notre jeunesse, c'est dire c'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas de succès. Il faut qu'on ait, nous on est en train de le faire sur des pilotes, des champs sur lesquels, mais tout est connecté et on amène les banques pour dire, tout l'écosystème, pour dire, venez voir comment on pourrait faire que ça marche pour tout le monde. Donc je pense qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là. On a tout pour. Maintenant, la volonté, nous, en tant que privé, on a des innovations qu'on amène. Moi, j'étais en France, aux États-Unis. Ce qu'on a fait là-bas, on est de la diaspora, on est revenu pour le faire ici. Mais il faut que nous y croyons. Donc nous, on investit beaucoup par nous-mêmes, par l'exemple. On développe, on fait des pilotes, on dit comment l'écosystème peut venir voir comment ça marche en remenant tous les acteurs, et la banque comprise. Bon, je serais très ravi de parler avec Ecobank dans ces genres de choses-là, mais il faut que chacun joue son rôle. Sinon, ça ne marchera pas. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Alors, avant de répondre à la question, effectivement, je pense que tout est tracé pour quand même qu'on puisse avoir des partenariats solides et accompagner le secteur informel. Mais je veux revenir sur le cas du partenariat Unacois-Ecobank. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement et là, où est-ce qu'on veut aller? En 2018, nous avons signé une convention pour accompagner les acteurs du secteur informel. On les accompagnait déjà, mais nous nous sommes dit, le coût du crédit étant ce qu'il était à l'époque et jusqu'à présent, parce que pour l'essentiel, ils sont dans la microfinance, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons une idée claire des marges qu'ils peuvent gagner, des difficultés qu'ils ont dans leur activité, des risques auxquels ils sont confrontés. Nous nous sommes posé la question, comment faire pour alléger les garanties dans un premier temps et comment faire pour alléger les taux d'intérêt pour que le coût du crédit quand même soit un peu plus réduit
et que ces acteurs-là gagnent en marche. Nous sommes partis chercher l'UNACOIS parce que nous sommes rendus compte que vraiment c'est une institution qui est là depuis longtemps, qui a des membres que nous connaissions. Les pères fondateurs, on les connaît. Pour l'essentiel, ils avaient des comptes dans EcoBank, nous, quand on venait d'arriver. Donc, on les a connus, on les a approchés et on a travaillé sur un modèle de financement des acteurs de l'informel sans garantie, jusqu'à 340 millions, je pense, ou 240 millions, je pense 340 millions, sans garantie, en fonction des niveaux d'activité, mais basé sur une recommandation de l'UNACOIS. Donc, c'est ce que nous avons fait jusque-là. Nous avons évolué. En plein Covid, nous avons injecté 2,5 milliards pour soutenir les acteurs. Nous avions financé 75 entreprises et qu'on a renouvelé. Après, on est parti sur la signature, la levée de fonds de 15 milliards en 2021. C'est le lancement dont vous parliez. Mais en réalité, le partenariat date de 2018. Aujourd'hui, nous voulons démocratiser ce modèle pour que tous les acteurs, partout dans le pays, puissent accéder au financement et puissent faire partie de l'écosystème. Parce qu'à part le financement, nous avons le renforcement de capacité. Nous cherchons à développer les activités en leur apportant notre expertise en termes d'éducation financière, de formalisation. Nous n'avons pas trop de problèmes sur les états financiers parce que si les flux sont domiciliés chez nous, on a la traçabilité, on part déjà sur cette base en disant que nous avons une traçabilité, l'activité est identifiée par l'UNACOIS, c'est un membre reconnu de l'UNACOIS, a priori on n'a pas de problème. En plus de cela, nous essayons de voir comment maintenant prendre en charge le financement des investissements au fur et à mesure que l'activité se développe. Donc ça, c'est le renforcement de capacité. Nous avons un troisième axe qui est l'ouverture au marché. Nous avons le marché local. Comment faire pour avoir un réseau dense de commerçants dans des écosystèmes bien définis ou sur les chaînes de valeur. Les chaînes de valeur, nous avons les deux sens au niveau vertical. Nous avons la base, la distribution. Nous nous sommes dit que la distribution doit soutenir les chaînes de valeur. À travers la contractualisation, on peut remonter les chaînes de valeur. Ou bien nous avons les industriels qui, à travers leur écosystème d'entrepreneurs, de petites et moyennes entreprises, de TPE, on essaie de faire le lien par rapport à cet industriel ou aux industriels identifiés et on finance les plus petits. Donc ça, c'est l'ouverture au marché, créer un marché beaucoup plus dense. Mais il y a le marché EcoBank dans la sous-région, en Afrique de manière globale, parce qu'on est présent dans 33 pays et nous nous sommes dit que nous avons une responsabilité de mettre en relation les acteurs, les acteurs économiques dans les différents pays. Donc, pour revenir au sujet, nous voulons démocratiser. Et en voulant démocratiser, nous avons mis à la base la digitalisation. Et la digitalisation devra se faire à plusieurs niveaux. Il y a l'accès aux services financiers avec différentes formules de financement jusqu'au nanocrédit. Mais le nanocrédit, on ne peut pas le développer sans partenaires structurés pour y aller. Nous avons ce qu'on appelle le scoring. Avec l'intelligence artificielle, nous devrions parvenir aujourd'hui à pouvoir noter les acteurs en fonction de leur secteur d'activité, en fonction de leur écosystème, en fonction de la chaîne de valeur, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous avons aussi un partenariat avec l'UNACOIS dans la distribution des services financiers, où l'UNACOIS est méga agent pour les points agency. C'est-à-dire, nous ne sommes pas partout, nous ne pouvons pas être partout. Nous avons des relais. Les commerçants membres de l'UNACOIS, s'ils ont une solidité financière,
peuvent être sous-agents de Ecobank via le partenariat avec UNACOIS. Donc, pour résumer, je pense que cette digitalisation n'est qu'opportunité pour les acteurs membres de l'UNACOIS.